merci à tous d'être là. On est ravis de vous accueillir. J'espère que vous appréciez l'événement depuis ce matin et la keynote et tout le village des partenaires. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui avec Eric de Palo Alto. On va se présenter l'un et l'autre. Moi, je suis Marine Routot de Sens et je suis en charge de l'écosystème avec les éditeurs. Bonjour, merci Marine. Donc Eric Antibi, moi je suis le directeur technique de Palo Alto Networks en France, donc en charge de l'ensemble des experts et des consultants en France, et porte-parole sur la partie stratégie et technologie de Palo, j'allais dire de Sens, pas mal. On a une symbiose avec nos partenaires, c'est incroyable. Merci Eric. Alors on est ravis d'accueillir Palo Alto aujourd'hui parmi nous dans notre village de partenaires. On est ravis que vous soyez là pour parler de la sécurité de l'IA, de la sécurité et de la souveraineté. Voilà, comment on travaille ensemble. Notre enjeu à nous, c'est d'accueillir nos partenaires autour de Sens et que nos clients puissent retrouver leurs solutions et faire leurs choix technologiques et pouvoir travailler sur Sens tout en ayant leur choix de technologie et de cybersécurité. Donc Eric, merci à toi d'être là. Tu vas nous expliquer aujourd'hui la manière dont Palo Alto répond à ces enjeux de sécurité et de souveraineté. Et j'aurai quelques questions pour toi tout à l'heure, mais je te laisse déjà présenter. Parfait, à ta disposition pour les questions. Donc effectivement, ce qu'on vous propose durant cet atelier et cette session, c'est deux grandes parties. La première, c'est quand même expliquer un tout petit peu qui est Palo Alto Networks, ce que l'on fait. Et dans cette première partie, un petit focus sur les enjeux du moment, notamment je pense à tout ce qui est IA, comment j'utilise l'IA pour mieux sécuriser et finalement quels sont aussi les risques inhérents à cette adoption de l'IA qui est aujourd'hui exponentielle. Et puis la deuxième partie, où je suis sûr que j'aurai beaucoup de questions de la part de Marine, c'est mais qu'est-ce qu'on fait là en fait, Palo, à cet événement sans Summit, parce que bon, Palo Alto Networks, c'est une société américaine, ça c'est vrai aujourd'hui, et puis ce soir je pense qu'on sera toujours une société américaine, ça va pas changer. En revanche, je partagerai avec vous dans cette deuxième partie justement notre vision des choses et notre stratégie autour de la souveraineté et les garanties en partenariat notamment avec Sens qu'on peut apporter aujourd'hui sur le marché pour j'ai envie de dire, tirer les meilleurs des deux mondes, à savoir l'innovation technologique et la partie souveraineté et maîtrise de son système d'information. L'agenda un petit peu plus en détail. Donc on retrouve ce que je vous ai dit dans les grandes lignes. Je vais simplement m'attarder ici sur la fiche d'identité de Palo Alto Networks. Je n'ai pas de slide là-dessus dédié, mais simplement en quelques mots. Palo Alto Networks, on existe depuis plus de 20 ans maintenant, donc société californienne, ça je l'ai déjà dit. Bon, je vous passe les grandes étapes, mais en gros connu à l'origine principalement dans le secteur du pare-feu. On appelle toujours d'ailleurs ça le Next-Gen Firewall. Donc Palo Alto Networks, on va dire, dans son ADN, ça n'a pas changé. Le fait d'adresser des pans de cybersécurité, des besoins de marché, de relever des défis en essayant d'être disruptif sur le marché. Donc le firewall a été la première étape. Alors ça s'appelait Next-Gen, ça c'est le thème marketing, mais la réalité c'est que c'était un pare-feu qui a tout de suite amené tout un ensemble d'innovation sur la visibilité applicative, la visibilité des utilisateurs, etc. Tout ce qui pouvait se passer en termes de trafic réseau. Petit à petit, on a fait notre chemin. On a été donc une fois de plus disruptif, pas mal de croissance. Et puis, il y a environ 7 ans, on a décidé qu'adresser que le pare-feu, ça ne pouvait pas suffire aujourd'hui et demain par rapport aux enjeux cloud, aux mobilités des utilisateurs, télétravail, etc. Et on a annoncé tout un ensemble de plateformes qui vont de plus en plus vers le SaaS, mais je vais revenir sur tout ça. En complément sur cette fiche d'identité, aujourd'hui, depuis peu, on est 25 000 personnes dans le monde, Palo Alto Networks, parce qu'on a fait quelques acquisitions, notamment une acquisition majeure récente de la société CyberArk, 5 000 personnes de plus dans la société. Le chiffre d'affaires, le dernier publié l'été dernier, donc ça c'est sans CyberArk, a été d'environ 10 milliards, presque 10 milliards de chiffre d'affaires. Comme je l'ai dit, on devient de plus en plus une société SaaS, donc on mesure beaucoup le revenu récurrent. Et là-dessus, on est à 5,5 milliards à peu près de revenus récurrents annuels, ce qui est un critère de plus en plus regardé. Et voilà donc en quelques chiffres. Autre élément de l'ADN de Palo Alto Networks fondamental, c'est que par rapport à tous ces chiffres que je viens de donner, on réinvestit entre 20 et 25% de notre chiffre d'affaires chaque année en R&D et en acquisition de technologie. C'est-à-dire pour nous, l'innovation est clé pour continuer à essayer de garder cet ADN dont je parlais, d'être disruptif et d'essayer d'adresser l'ensemble des besoins en cyber, mais en essayant d'apporter une fois de plus les bonnes technologies, l'innovation qui va bien. Parce que côté hacker, eux, ils ne se gênent pas pour évoluer régulièrement et avoir des attaques de plus en plus sophistiquées. Donc voilà. Donc finalement, sans slide, j'ai parlé assez longtemps sur cette partie-là, mais j'enchaîne. Rapidement, les challenges qu'on observe aujourd'hui sur le marché,
ils sont relativement simples à expliquer. Ce que vous voyez à gauche, alors on appelle ça complexité, mais le marché de la cyber a cette particularité, c'est qu'on est leader aujourd'hui. Quand je dis leader, c'est factuellement en termes de part de marché, hein, tout simplement, en tant qu'acteur cyber. Et on doit être sur ce qu'on peut adresser en marché adressable à 6-7% de part de marché, peut-être 8 récemment. Ça veut dire en clair, si on compare avec d'autres marchés, hein, l'infrastructure IT ou autre, où on a un leader souvent à 25-30%, c'est un marché qui reste extrêmement fragmenté encore de nos jours. Et la réalité, en fait, c'est que depuis des dizaines d'années, en termes de cyber, quand il y a eu une nouvelle menace qui est arrivée, un nouveau défi, protéger le cloud natif, protéger la mobilité des users, le web browsing, etc., on a cette chance aussi d'être dans un marché extrêmement innovant. Donc il y a eu beaucoup de startups, de sociétés qui ont été créées, et les clients, à juste titre d'ailleurs, ont cumulé les meilleures solutions du moment pour adresser un point de la problématique. Un des challenges, donc c'est ce qu'on voit ici, c'est que aujourd'hui, on se retrouve souvent avec une quarantaine de solutions de cyber chez la plupart de nos clients, en tout cas en moyenne, et ça devient extrêmement compliqué à exploiter, et ça devient surtout très difficile de tirer de l'efficacité, parce que si on veut avoir, par rapport aux attaques d'aujourd'hui, une efficacité cyber, il faut traiter de la donnée en grande quantité et extrêmement vite pour être très réactif, et là-dessus, on a un vrai challenge de complexité. Pendant ce temps, la surface d'attaque, elle n'arrête pas effectivement de s'élargir. Je ne reviens pas sur l'adoption du cloud, bien évidemment, le télétravail qui est devenu la norme, en tout cas le travail hybride qui est devenu la norme. Et puis plus récemment, mais je ferai un focus dessus, des nouveaux trends technologiques, l'IA étant l'exemple, l'IA générative, hein, j'entends quand je dis IA, machine learning, deep learning, ça fait longtemps qu'on en fait, mais l'IA générative et maintenant les agents étant devenu un exemple aujourd'hui qui est un petit peu top of mind entre guillemets de l'ensemble des entreprises. Et donc, on a la complexité d'un côté et on a en plus de plus en plus de nouveaux challenges à relever, de nouveaux défis et une surface d'attaque qui, elle, s'étend. La data, on le sait tous, elle continue à croître parce que la data, c'est la richesse de la plupart des entreprises. Tout le monde est digital et la donnée devient vraiment le cœur de métier et de richesse des entreprises. Et les hackers, si côté parfois entreprise, on a du mal à faire bouger les choses pour innover, soyez rassurés, mais le mot rassuré, évidemment, n'est pas le bon, parce que les hackers, ils ne se gênent pas, eux, pour tirer bénéfice de l'automatisation, de l'IA, etc., pour avoir des attaques de plus en plus performantes et quasiment en temps réel. Donc ça, c'est un petit peu le décor. Côté Palo Alto Networks, les plateformes aujourd'hui, quand j'ai dit il y a 6-7 ans, on a décidé de ne pas se contenter de faire du pare-feu de nouvelle génération. Ça se décline aujourd'hui avec ces 3 piliers qu'on voit ici, avec les différentes couleurs. Bon, les termes Palo, je vous passe, mais en gros, le premier pilier, c'est la sécurité du réseau, Strata étant le terme. En 2 mots, c'est quoi? Ça, c'est l'évolution de nos pare-feux pour adresser de plus en plus de challenges. C'est-à-dire qu'on reste sur un point de sécurité réseau, avec la visibilité applicative, tout ce dont j'ai parlé rapidement tout à l'heure dans l'histoire de Palo, mais on a fait évoluer tout ça en ajoutant de plus en plus de capacités et de capacité de protection en fait, de cyber sur ces pare-feux. C'est-à-dire que quand je vais mettre un pare-feu Palo Alto Networks, je vais être capable de faire de plus en plus de choses. Protéger de mieux en mieux mes DNS, me protéger contre des 0D alors qu'ils n'ont jamais été rencontrés encore sur le net, protéger les usines sur la sécurité IoT, OT, etc. Et tout ça, c'est en l'embarquant dans la même solution pour éviter justement que les clients continuent à accumuler des solutions les unes à côté des autres, etc. Et sur cette partie sécurité réseau, le deuxième axe majeur d'évolution, ça a été d'être capable de proposer ces services, non pas seulement en matériel ou en logiciel, mais aussi as a service, dans le cloud. C'est-à-dire que je vais chercher ma sécurité réseau dans le cloud, finalement pour aller chercher, pour sécuriser mon accès à une application SaaS, à quoi bon repasser dans mon data center pour avoir mon pare-feu et repartir sur Internet, autant aller dans le cloud, prendre ma sécurité et avoir directement tout à côté, entre guillemets, avec mes applications SaaS. L'autre cas d'usage qui justifie cette approche dans le cloud, c'est la mobilité des utilisateurs. Quand un utilisateur va être sur une autre plaque géographique, au lieu de revenir sur les data centers récupérer la sécurité de l'entreprise, il va pouvoir utiliser le cloud. Donc voilà en quelques mots la partie jaune. Deuxième partie, c'est tout ce qui est autour de ce qu'on appelle les SecOps, donc les SOC, c'est-à-dire les Security Operations Center. Et là aussi, de la protection du développement des applications nouvelles, de la protection du code, donc du cloud, jusqu'au SOC, on a tout unifié dans une plateforme pour avoir un data lake unique
qui nous permet de tirer bénéfice de plusieurs milliers en fait, de modèles de machine learning pour être le plus efficace possible et le plus rapide dans la détection d'une anomalie dans un système d'information. Donc c'est sur cette partie, on a quelque chose qui s'appelle Cortex, donc qui est plutôt bien nommé, on va dire, pour permettre effectivement d'être très pertinent, de récupérer tout un ensemble d'informations, pas que Palo Alto Networks d'ailleurs, hein, ça peut venir de différentes sources, pour être efficace. Et donc ça, c'est la plateforme sur la partie SecOps. Et la toute dernière donc, plateforme qui vient de nous rejoindre, c'est la semaine dernière que ça a été officialisé, c'est le pilier identité, donc l'acquisition de Palo Alto Networks de la société CyberArk. L'idée étant là, je ne vais pas présenter les solutions CyberArk aujourd'hui dans le détail, mais au niveau stratégique, ce qui était important pour nous, c'est que l'identité, évidemment, a toujours été un des piliers d'une stratégie de sécurité, d'une stratégie zéro trust. Mais jusque-là, Palo Alto Networks considérait, bon, d'abord qu'on s'est occupé d'autres choses, hein, la network security qu'on a fait évoluer, la partie SOC, mais on considérait que même si c'était fondamental, il n'y avait pas un enjeu qui nous poussait à être disruptif là-dessus. Depuis 2-3 ans, avec l'IA et notamment le GenAI et les agents, on considère au contraire que depuis quelques mois et dans les années à venir, l'identité va être un enjeu majeur pour continuer à bien avoir du zéro trust et sécuriser son système d'information. Quand j'ai un agent, c'est quoi son identité? Quand j'ai des milliers d'agents demain dans une entreprise, c'est quoi les bons privilèges? Comment je vérifie qu'il a le droit de faire telle action ou telle autre, etc., etc. Et donc, ça nous a paru important de faire l'acquisition d'un leader sur le sujet, à savoir la technologie et la société CyberArk. Pour finir sur cette présentation de Palo Alto Networks, on est capable aussi d'accompagner nos clients avec des chercheurs en menace, notre unité qui s'appelle Unit 42. On peut assister des clients en cas de breach, on peut faire des audits chez des clients, enfin on peut faire tout un ensemble d'actions autour de, hors technologie, j'ai envie de dire, mais autour de l'accompagnement de nos clients sur ces sujets cyber. D'ailleurs, Unit 42 est en échange régulier avec l'ANSSI, avec différents organismes gouvernementaux, d'ailleurs dans le monde entier, sur des échanges sur les dernières menaces, des échanges sur certains secteurs d'activité, l'industrie, le médical, la santé, etc. Et on essaie toujours de collaborer au mieux parce que la cyber, la coopération en cyber est un élément clé, donc Unit 42 chez nous joue ce rôle-là. Maintenant, avant de passer aux questions de Marine, un petit focus sur un élément. Effectivement, il y a beaucoup de choses autour de cette surface d'attaque qui s'étend, mais effectivement, l'avènement de l'IA est depuis 3 ans, 2 ans, on va dire, 2-3 ans, un élément majeur. Avant de commenter cette slide, simplement, je me rappelle, en 2024, notre CEO, qui reprenait sans doute des informations venant d'analystes, qui disait que l'adoption de l'IA générative était à un rythme fou, en donnant comme élément concret de dire que si on comparait avec d'autres ruptures technologiques majeures qu'on avait pu avoir, l'adoption d'Internet, la téléphonie mobile, etc., dans le cas d'Internet, pour avoir 1 milliard d'utilisateurs, il avait fallu 23 ans, je crois, ou 25 ans. Alors, effectivement, le niveau de digitalisation du monde n'était pas le même, on est d'accord, mais enfin, quand même plus de 20 ans. Pour la téléphonie mobile, il avait fallu 16 ans, d'accord. Et au rythme qu'on voyait en 2024, on pensait qu'il allait y avoir plus d'1 milliard d'utilisateurs de GenAI, donc, le Gemini, on va dire, pour ne pas dire ChatGPT ici, Gemini ou autre, en 7 ans, d'accord. Donc, l'information, c'est que 2 ans et demi après, en fait, c'est en 3 ans qu'il va y avoir plus d'1 milliard d'utilisateurs. Donc, c'est allé beaucoup plus vite que la croissance exponentielle qui était déjà prévue en 2024. Et en complément de cette analyse, donc ça, c'est la croissance exponentielle qui est allée encore plus vite que prévu. Aujourd'hui, ce qu'on pense, c'est qu'on est en fait à un point d'inflexion par rapport à cette adoption du GenAI. De l'IA, pardon, générative, mais pas que, je vais parler des agents juste après. En gros, il y a eu de gros investissements, j'en parlais en 2024, mais on se rend compte, en fait, il y a plusieurs études qui montrent ça, des études de Harvard University, de Gartner et autres, que seulement 5% des projets GenAI qui ont été lancés, on va dire, dans l'enthousiasme général d'il y a 2 ans, ont finalement porté leurs fruits en termes de retour sur investissement ou même en termes de passage en production. Alors, il y a plusieurs raisons à ça, je ne peux pas arriver et dire que c'est que lié à la cybersécurité, mais il y a sans doute la gouvernance, peut-être des objectifs chiffrés qui n'étaient pas forcément bien anticipés en amont. Qui est responsable vraiment dans l'entreprise de la partie IA? Maintenant, on rencontre de plus en plus monsieur ou madame IA dans les entreprises, ou le CDO qui a pris cette casquette, mais à l'époque, ce n'était pas forcément le cas. Bref,
un des éléments, à nos yeux, c'est aussi qu'on s'est rendu compte qu'on allait partir dans certaines entreprises sur des projets IA à toute vitesse et qu'on avait tout un ensemble de risques cyber qui apparaissaient, fuite de données, prompt injection, je ne sais quoi, qui n'avaient pas du tout été anticipés dès le départ. Donc, ça, c'est la réalité, comme souvent. Hein. Donc, les choses ont été vues après coup. Donc, il y a eu une petite phase de désillusion. Mais quand je parle de point d'inflexion, c'est que là, il y a un autre phénomène maintenant qui est la partie agentique, développement des agents, où là, on sent qu'on est de nouveau sur une dynamique de croissance extrêmement rapide. Donc, j'ai pas mal d'anecdotes là-dessus, mais je ne sais pas si j'ai le temps. Mais en gros, hein, il y a eu pas mal de choses récentes. On s'est rendu compte que sur l'open source, dans lequel il y a aujourd'hui sur GitHub, il y a un site qui permet de récupérer tout un ensemble d'informations pour développer des agents, d'accord, sur GitHub. J'ai oublié son nom, il va me revenir, c'est pas grave. Un site qui a énormément de succès, et je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu des success stories et au contraire des mauvaises histoires. On s'est rendu compte que des agents qui avaient été développés en utilisant le code open source, il y a un agent logiciel, hein, j'entends, à qui on avait donné un budget pour acheter une voiture de, je crois, 56 000 $, et qui a acheté la voiture en négociant une ristourne de 4 200 $. L'agent logiciel, en échangeant directement avec le site de vente en ligne. Et donc, tout seul comme un grand, ça c'est plutôt l'exemple success story. Il y a un autre agent à qui on avait donné une mission de gérer les contacts de la personne qui gérait l'agent, hein, tout simplement, et qui a envoyé simultanément 500 messages à tous les contacts de la personne en question et qui a noyé toutes les messageries et tous les téléphones mobiles, etc. Donc, on sait tous qu'on a des risques. Il y a des histoires qui se passent bien, d'autres non. Une autre chose, simplement sur les agents, sur un événement de développement, de rendez-vous de développeurs, pardonnez-moi, SaaStr, je crois, l'événement s'appelle comme ça. Il y a un développeur qui a voulu utiliser du vibe coding et qui a voulu développer extrêmement rapidement un code permettant d'optimiser les bases de données. Et donc, dans le code, même s'il était dit qu'évidemment, il ne fallait pas détruire la donnée, hein, c'était dans les garde-fous, mais le code a été tourné d'une certaine façon, les instructions qui ont été données à l'agent ont été d'une telle façon que, à un moment donné, le terme nettoyer la base de données pour sans doute optimiser les performances ou je ne sais quoi a été pris au pied de la lettre et l'agent a effacé toutes les données de la base de données. Donc il y a encore du travail pour arriver à maîtriser ces technologies et surtout maîtriser tous les risques inhérents. Et là, je parle de risques peut-être parce que ça a été mal conçu, mal développé, mais vous vous doutez que derrière, il y a tout un ensemble de risques autour de la cyber. Donc, quels sont les enjeux sur cette protection des agents vus par Palo Alto Networks? Le premier, c'est la visibilité. C'est-à-dire qu'avec cette adoption galopante d'applications GenAI, la supply chain, même quand je parle à des clients qui disent « moi, non, GenAI, c'est pas tout de suite, c'est trop compliqué pour nous ». J'ai eu un rendez-vous encore il n'y a pas longtemps avec un DSI qui disait ça. Et je dis « mais vos fournisseurs de logiciels ». Ah ouais, mais là, c'est pas chez moi, mais là, il y a plein de GenAI. Enfin bref, tout le monde y a le droit, qu'on le veuille entre guillemets ou pas. Donc, premier enjeu, c'est donner de la visibilité sur, finalement, déjà, quel est l'usage qui peut être fait d'applications IA dans l'entreprise, parce que très souvent, les CISO, les DSI sont aveugles. Il y a beaucoup de shadow GenAI, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est un enjeu. Deuxième enjeu, je l'ai un peu dit dans mon exemple, c'est la supply chain, effectivement, maîtriser les différents fournisseurs logiciels et savoir où est-ce qu'il pourrait y avoir de l'IA. Et ce qu'on constate, en fait, c'est que les outils traditionnels ne suffisent pas, en fait, pour adresser ces enjeux. Pourquoi? Parce que quand il va y avoir une adoption de GenAI ou d'agents, il y a tout un ensemble de risques classiques cyber qu'on va retrouver. Vérifier que le code ne comporte pas de vulnérabilité, ça existe depuis qu'on fait du SYNAP, enfin de la protection d'applications natives, cloud native ou autres, etc. Mais il y a aussi tout un ensemble de risques, au-delà des anecdotes que j'ai racontées, là où il y avait parfois des problèmes de conception ou autres, mais tout un ensemble de risques intrinsèques au fait de faire du GenAI ou d'utiliser des agents. Le prompt injection en est un. Le data poisoning en est un deuxième. Tout ça, ça a été référencé d'ailleurs par OWASP, les organismes divers et variés, pour dire qu'il y a vraiment des risques, pardonnez-moi, spécifiques. Et sur les agents, il y a tout un sujet, je l'ai dit tout à l'heure, autour de l'identité, des permissions des agents, etc. Et donc évidemment, Palo Alto Networks, on s'est penché sur le sujet. On a innové sur le sujet en développant nous-mêmes des choses et en faisant l'acquisition d'une société qui s'appelle Protect AI. Et en gros, et d'autres acquisitions, d'ailleurs pas que Protect AI, peu importe, ce qu'on apporte en fait, ce qu'on a essayé d'apporter sur le marché, c'est éviter un petit peu l'histoire des 20 ans de cyber où au fil du temps, on a cumulé des solutions les unes à côté des autres et on a un problème aujourd'hui de complexité, d'efficacité, etc. Mais dès le départ, de proposer une plateforme complète qui va du browser qu'on peut avoir sur un poste utilisateur, parce que
tout quasiment aujourd'hui passe par un browser, hein, d'accord, avec des risques directement sur le browser, hein, les fuites de données par exemple ou autres, et d'aller jusqu'à une suite complète qui permet d'adresser l'ensemble des risques que j'ai très rapidement listés, prompt injection, permission des agents, etc. Donc, on essaie d'aider nos clients à avoir la visibilité dont je parlais, donc découvrir déjà toutes les applications GenAI qui peuvent être utilisées dans un environnement, découvrir potentiellement la liste des agents qui sont en train de tourner, et puis après, pouvoir aider les entreprises à mettre en place une gouvernance, lister tous les modèles LLM qui vont être utilisés, avoir même une gouvernance sur les fameuses permissions des agents, et puis finalement protéger les données au fil du temps et être capable aussi d'avoir une protection en temps réel et en continu. C'est ce qu'on voit ici avec la partie Red Teaming. Je vous passe le nom de la solution, mais la solution, elle s'appelle Prisma Air chez nous. Mais ce qui est important, une fois de plus, c'est d'avoir une plateforme unique qui va couvrir l'ensemble des enjeux et l'ensemble de la chaîne, de la conception des applications, du scan des moteurs LLM, et puis on continue, lors du runtime, d'être capable, avec un logiciel de Red Teaming, de régulièrement vérifier qu'il n'y a pas de dérive sur le comportement de l'application ou le comportement de l'agent. Donc voilà, sur cette première partie, l'actualité, on va dire, du moment, ce sur quoi on travaille en ce moment, est-ce qu'on est capable de proposer, notamment sur la partie IA. Marine, je crois que tu as une question, c'est ça? Ah oui, j'ai des questions, mais je suis sûre que tout le monde dans la salle a la même question que moi. En fait, on est là au Sens Summit aujourd'hui. Si on parlait un peu de souveraineté et qu'on commençait par se dire déjà de quoi on parle en fait. C'est quoi ta définition? Alors, je vais commencer. Je vais pouvoir faire de la politique bientôt parce que je ne vais pas répondre à la question, du coup, moi-même, mais je reprends ce qui a été dit effectivement en plénière ce matin par IDC. C'est dans la keynote ce matin, c'est ce qui a été dit. Donc, autodétermination numérique, hein, bon, des nations, des entreprises et des individus. Ce qui m'intéresse ici, c'est pas de lire la définition. De toute façon, ceux qui étaient dans la keynote, je suis sûr, l'ont déjà apprise par cœur. C'est deux choses en fait. C'est la première, bon, honnêtement, quand on dit souveraineté, je crois qu'on partage tous ce constat, le terme est un peu galvaudé. C'est un peu compliqué quand même de donner une définition en 3 mots de la souveraineté. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne parle pas vraiment de frontières, de délimitation territoriale, etc. Mais on parle plus globalement, alors moi je mets ça en tout cas derrière le terme autodétermination, de contrôle finalement un petit peu de ce qui se passe, d'être capable d'être autonome et de contrôler un minimum ce qui va se passer au niveau de son système d'information. Bon, en tout cas, ça c'est la définition d'IDC. Bon, alors maintenant qu'on a compris, merci. Quels sont les besoins des clients en fait? Parce que finalement, c'est ça qui vous intéresse, vous sans doute dans la salle, c'est de savoir voilà, vos problématiques, quelles sont-elles et qu'est-ce que vous entendez, vous, de la part de vos clients, Eric? Voilà. Donc nos clients, quand on discute avec eux et qu'on parle de souveraineté, même si souvent on s'attarde 2 minutes pour dire que est-ce que c'est vraiment le terme souveraineté qui correspond, on a repéré finalement quatre enjeux majeurs autour de ce qu'ils entendent et ce qu'ils voudraient arriver finalement à faire. Le premier, ce n'est pas une surprise, c'est autour du contrôle de la donnée, de la localisation effectivement de la donnée, et le cas échéant d'être capable d'avoir cette donnée qui va être protégée juridiquement, j'entends, par rapport à éventuellement des risques divers et variés. Le second, toujours très proche de la donnée, aujourd'hui tout est chiffré, on va dire, en tout cas les données à Trust, etc., elles sont toutes chiffrées, c'est d'avoir un contrôle potentiellement sur la façon dont je vais chiffrer mes données et la gestion des clés autour de ce chiffrement de données. Donc je pense que j'apprends rien à sens quand je dis tout ça, on est bien d'accord. Troisième chose qui revient beaucoup, c'est tout ce qui est accès à mes infrastructures. Donc là, si on parle de cloud, hein, évidemment, j'ai sous-entendu, je ne l'ai pas dit explicitement, si on parle de cloud, c'est pouvoir quelque part contrôler et restreindre, le cas échéant, qui va accéder à mes infrastructures. Potentiellement, même quelle est la nationalité des personnes qui vont être à même de toucher à mon infrastructure, de la faire évoluer, d'assurer le support sur cette infrastructure, etc., etc. Et enfin, ce qu'on entend, ça c'est pas récent, c'est depuis toujours sur ces sujets-là, c'est dans tous les cas, quoi qu'il arrive, avoir une garantie d'auditabilité et de traçabilité. C'est-à-dire que voilà, quoi qu'il se passe avec ma donnée, pouvoir être sûr que j'aurai une trace de ce qui s'est passé. Donc voilà les 4 éléments. Donc la donnée, la gestion, la maîtrise du chiffrement, la partie personnelle qui accède à mes infras, et puis tracer tout ce qui se passe. Alors ça, c'est ce que vous entendez de vos clients. Donc je pense que certains d'entre vous, ça résonne chez vous et ça vous parle.
Et maintenant, est-ce que tu peux nous dire comment vous y répondez avec les solutions Palo Alto? Complètement. Alors, au-delà des solutions, déjà, concrètement, nous, on a identifié finalement ces 3 piliers autour de, une fois de plus, ce terme souveraineté, si on a vraiment envie de l'employer. Le premier, ça rejoint un petit peu la définition d'IDC, c'est tout ce qui est autonomie et contrôle. C'est-à-dire qu'effectivement, on considère que ce qui va être important dans le monde aujourd'hui interconnecté, multi-country, toutes les sociétés qui font du business à l'international, c'est une fois de plus pas de se dire je vais tout garder en France ou je vais voilà, mais en revanche de se dire je vais contrôler ce qui se passe, je vais garder mon autonomie et mon contrôle par rapport à mes applications, mes données, etc. Le second, effectivement, c'est protection contre potentiellement des gouvernements étrangers et les fameux Cloud Act, Patriot Act, etc. Donc c'est avoir la capacité, au moins sur certaines données, d'apporter des garanties par rapport à ça. Et le troisième, et ça c'est très fréquent d'ailleurs, c'est que quand on démarre des conversations sur ces sujets-là, on se retrouve finalement très vite à dire mais en fait on est en train de parler de résilience quelque part. Enfin ok, souveraineté entre guillemets, mais surtout de résilience. Donc c'est comment on peut apporter des garanties par rapport à une éventuelle coupure de service ou interruption de service. Donc voilà, les 3 piliers, contrôler, être autonome, protection sur certaines injonctions gouvernementales qui pourraient arriver, et puis le troisième, effectivement, c'est résilience. Et donc notre approche, pour revenir à ta question Marine, c'est la suivante, c'est qu'effectivement, nous, on est à même aujourd'hui effectivement de proposer qu'un opérateur, que les opérations soient gérées par un partenaire local. Dans le cas de la France, on travaille avec Sens sur le sujet, d'accord. Donc avoir la capacité d'avoir un partenaire local, Sens ou Sens plus un partenaire de confiance intermédiaire qui va effectivement gérer l'hébergement de la solution SaaS, un certain niveau de support, etc. Deuxième chose, effectivement, c'est que dans nos solutions, on a fait en sorte de supporter. Nativement, on a déjà des choses, mais on va plus loin que la solution native où il y a la feature Bring Your Own Key qui est standard. Là, on est capable de supporter la gestion des clés externes sur nos solutions SaaS, c'est-à-dire permettre en clair, par exemple, de stocker ces clés chez Sens, pourquoi pas, en EKM, d'accord, External Key Management. Troisième élément, et ça c'est assez récent chez Palo Alto Networks, c'est effectivement, si le client le demande, la possibilité d'avoir un support et la gestion des infrastructures SaaS, de la solution SaaS, pardonnez-moi, de Palo Alto Networks, par du personnel européen et seulement européen, d'accord, ou français le cas échéant, mais aujourd'hui c'est pas encore par du personnel français, mais disons par du personnel européen. Et enfin, ça c'est en standard sur nos offres, effectivement, la transparence et l'auditabilité de toutes les transactions et toutes les actions qu'il peut y avoir sur les données de l'entreprise. Donc voilà aujourd'hui les 4 éléments de réponse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la solution restera américaine, mais on est capable d'apporter tout un ensemble effectivement de garanties par rapport à ces quatre éléments-là. Et donc, je voulais illustrer ça avec un exemple concret. Si vous vous rappelez, quand j'ai parlé de Palo Alto Networks tout à l'heure, le vert du milieu, la plateforme verte au milieu, c'était la partie SecOps et la partie SOC. Et donc, quand on a un SOC, alors je ne sais pas si tout le monde baigne dans la cyber tous les jours, mais en gros, dans un SOC, il y a un élément clé, c'est le data lake. C'est stocker un maximum de données et d'informations. C'est déjà un point. Après, il faut bien les traiter si on les stocke, mais au moins bien les stocker pour après avoir son SOC qui soit le plus performant possible, le plus automatisé, qui utilise à bon escient le machine learning, l'IA, etc., etc. Donc, on a un vrai enjeu, puisqu'on met du coup pas mal de données. Alors, c'est pas les données de l'entreprise directement, c'est pas la messagerie, c'est pas le CRM, mais il y a des logs en fait. Il y a des logs qui sont stockés de tout ce qui va se passer sur l'ensemble du système d'information d'un client, d'accord. Et donc, pour revenir à ta question avec cet exemple concret, la solution chez nous elle s'appelle XIAM, d'accord, c'est la solution Cortex XIAM. Aujourd'hui, on est capable de proposer et on travaille sur le fait de proposer des solutions qui vont crescendo à des clients selon le niveau finalement de confidentialité ou de criticité des données. D'accord ? Donc si on démarre en bas à gauche, on a l'offre standard. Alors pourquoi on démarre avec l'offre standard quand même XIAM chez GCP ? C'est parce que des fois on l'oublie, mais elle apporte déjà tout un ensemble de garanties. Je parlais tout à l'heure de la traçabilité, garantir que XIAM soit hébergé en France ou en Europe, ça on sait le faire en standard.
plus tout un ensemble de choses. Le Bring Your Own Key, etc. sont des fonctionnalités standards. Justement, le Bring Your Own Key, c'est le deuxième aspect, c'est-à-dire que si les données sont un tout petit peu plus critiques, le client peut lui-même gérer ses clés, même si elles sont toujours dans ce cas-là stockées chez GCP. Et puis, si cette criticité de données, cette confidentialité va encore en augmentant, on va être capable effectivement, de façon intermédiaire, d'avoir une offre de type Assure Workload avec Bring Your Own Key, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec sens, mais à la limite, pas seulement. Et puis finalement, le dernier élément en haut à droite, c'est effectivement d'être capable de dire, ben voilà, ça va être hébergé chez Google en Assure Workload, mais la gestion des clés, elle va pouvoir être externe, soit gérée par le client, soit par un partenaire de confiance, soit évidemment ce partenaire de confiance pouvant être Sens. Mais voilà très concrètement ce que l'on peut faire en adaptant le curseur selon le type de données et les besoins ou les demandes des clients. En complément de ça, je n'ai pas fait de slide là-dessus, mais simplement une petite parenthèse. Là, c'est une offre SaaS, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'il y a ces enjeux. Et le personnel peut être une fois de plus du personnel européen, etc. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure. En complément de ça, sachez quand même que nos offres plus classiques, genre VM, nos firewalls en virtual machine, les tests sont en cours de finalisation, mais vont être disponibles sur la marketplace de Sens, d'accord? Mais là, c'est différent. C'est une VM, je la mets sur la couche IaaS de Sens et ça tourne. Mais c'est déjà bien de le faire, mais c'est relativement trivial. Là, l'enjeu sur XIAM et d'autres solutions, c'est d'avoir quelque chose sur des offres SaaS de Palo Alto Networks. Pour finir, et après on va laisser la place aux questions, alors on a commencé un peu en retard, il restera un peu de temps pour quelques questions. Pour finir, la question qui pourrait se poser, qui serait légitime, c'est de dire, mais ok, c'est bien, Palo Alto Networks s'intéresse à la souveraineté, ils font des bricoles, c'est sympa, mais finalement, il y a peut-être des solutions souveraines, et c'est super d'ailleurs qu'il y ait des solutions souveraines qui pourraient faire l'affaire sur tel besoin, etc. Et pourquoi je ferais ça avec Palo Alto Networks? Même s'ils travaillent bien avec Sens, même s'ils apportent des garanties. Et là-dessus, au-delà de notre historique dont j'ai parlé au début de la présentation, sur les 20 ans d'historique, etc., ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui par rapport aux enjeux cyber, c'est que aujourd'hui, penser qu'on empêchera des hackers de rentrer dans son système d'information, c'est une utopie. C'est-à-dire qu'ils vont rentrer. Dans tous les systèmes d'information, ils peuvent rentrer. Et si ce n'est pas chez vous, ça passera par un partenaire, par la supply chain, je ne sais quoi. Je ne veux pas agiter le chiffon rouge et faire le marketing de la peur, mais la réalité, aujourd'hui, elle est là. Et plus on avance dans les évolutions technologiques, plus, une fois de plus, les attaques, nous, on a des données de Unit42 qui montrent que les attaques, il y a qu'à lire la presse, toutes les semaines, vous voyez les fuites de données de plein d'entreprises ou d'organisations diverses et variées. Et l'enjeu, c'est que si malheureusement ils rentrent, ça va être comment je vais faire pour être pertinent, efficace et détecter quasiment en temps réel ou extrêmement vite qu'il y a quelque chose d'anormal qui est en train de se passer. Le détecter évidemment pour y remédier. Et pour ça, il y a deux éléments. Le premier, c'est ce qu'on voit ici. Ça, c'est que la base installée de Palo Alto Networks sur la partie d'ailleurs Network Security. D'accord, c'est que la partie Network Security. C'est la data. D'accord, c'est la quantité de données aujourd'hui, la quantité d'attaques, que ce soit sur le web browsing, que ce soit les fichiers malveillants, peu importe les 0D, qu'on peut détecter aujourd'hui, analyser ou même détecter comme étant des attaques qu'on n'avait jamais vues avant, chaque jour. Vous voyez, ces nombres qui sont très élevés, c'est chaque jour qu'on est capable de faire ça. Et plus on a la donnée, plus on est pertinent en IA. En IA, c'est bien, il y a plein de startups en IA, et donc, parce que la cyber, ça devient de l'IA aussi, pour bien se protéger. Ce n'est qu'un cas d'usage d'utilisation de machine learning ou de deep learning, etc. Et donc, ça, c'est un élément vraiment très important. Le second, évidemment, c'est qu'une fois qu'on a toutes ces données, dans le fameux data lake dont je parlais tout à l'heure avec XIAM, qui est un exemple, effectivement, c'est d'être capable de traiter cette donnée de façon pertinente. Et pour ça, on a plus de 2000 aujourd'hui modèles de machine learning dans XIAM qui sont nativement embarqués. Donc, ils tournent sur les couches d'infrastructure GCP et en partenariat avec Sens, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut apporter des garanties qui vont permettre non seulement d'avoir cette donnée en quantité, en qualité, mais de la traiter au plus vite pour, je reviens à l'enjeu, être capable de détecter et de remédier quasiment en temps réel quand il y a quelque chose d'anormal qui est en train de se passer sur le système d'information. Donc, c'est pour ça qu'on pense que le meilleur des deux mondes, c'est d'utiliser cette donnée, cette richesse, cet investissement de Palo en machine learning, en capacité de détection, etc., mais avec, le cas échéant, les garanties qu'on peut apporter avec Sens, notamment en tant que partenaire. J'arrête là-dessus. Et voilà, si vous avez quelques questions pour terminer cette session, c'est avec grand plaisir. Pour Marine, et pas que Marine d'ailleurs. Je voulais te remercier, Eric, déjà, pour cette présentation.
Tu as illustré parfaitement une collaboration entre nous qui donc, répond à des problématiques de nos clients. On a exposé ce matin en keynote toutes les problématiques qui se posent et je pense que ce que tu as illustré, voilà, c'était un très bon exemple. Merci pour ça. Merci. Effectivement, on va prendre vos questions et je voulais vous présenter aussi Laurent Jaouen, qui est l'un des architectes fondateurs de Sens, senior architecte chez Sens, et qui est aussi notre spécialiste des questions de compliance et de cybersécurité. Donc, Eric, Laurent sont là pour répondre à vos questions, et moi, je vais juste me contenter de vous passer le micro pour que vous puissiez poser vos questions. Merci pour toutes les explications. Est-ce que XIAM est compatible, tout ce qui est données sensibles comme les hôpitaux certifiés, est-ce que ce genre de choses, vous faites ça et quelles sont les références, s'il vous plaît? J'ai pas entendu le certifié santé. D'accord. Donc les références, les hôpitaux, on a des références. Alors, on est d'accord, hein, on parle des données, de logs de cybersécurité hein, dans la partie data lake, on ne parle pas de la messagerie, etc. Et donc la réponse est oui, on fait ça. On sait apporter tout un ensemble de garanties, même dans l'offre, j'ai envie de dire, standard de Palo Alto Networks. Et on a de multiples références. C'est bien parce que dans la salle, ce sont des personnes chez moi qui gèrent ce marché-là. Je ne sais pas lesquelles on peut citer ou pas, mais on a, voilà, dans tous les grands hôpitaux, on doit être, je pense, présent, par exemple, je ne pense pas me tromper en disant, dans un hôpital sur 2 en France, il y a des solutions Palo Alto Networks, notamment sur la partie Cortex dont je parlais avec ce data lake. Donc, short answer, la réponse est oui, avec beaucoup de références. Si vous voulez passer sur le stand tout à l'heure, on peut vous donner plus de détails. Avec plaisir. Oui, merci pour la présentation, c'était très clair. Alors pour ma question, c'était de savoir la réponse que Palo Alto apporte aux enjeux de souveraineté. Vous nous les avez présentées dans la slide. J'aimerais savoir si ça s'applique à toutes les solutions que vous proposez. Alors, excellente question. Il y a des choses dans ce que j'ai raconté qui sont là tout de suite, ou vraiment demain, le temps de faire des tests sur les VM, mais il y a des choses qui sont de l'ordre de notre stratégie, le travail qui est en cours avec Sens. Donc, pour entrer un peu plus dans les détails par rapport à votre question, tout ce qui va être disponible dans nos plateformes sous forme de virtual machine, ça, vous considérez que tout ce qui est disponible… Quand je dis virtual machine, je m'explique, ce n'est pas une offre SaaS managée par Palo Alto Networks, mais c'est une offre qui existe en VM et qu'on peut tout simplement poser, entre guillemets, sur des infrastructures Google ou Sens, etc. Donc ça, considérez que c'est oui et elles seront toutes disponibles sur la marketplace de Sens. D'accord ? Au niveau SaaS, c'est pour ça que je n'ai pas pris l'exemple au hasard, j'ai montré l'exemple avec la partie XIAM, Cortex et le Data Lake. Donc là, c'est du concret et on fait des choses dans d'autres pays déjà, en Allemagne, hein, voilà, qui sont déjà disponibles. Donc c'est du concret. En France, c'est en cours de finalisation. Et sur d'autres solutions de type SaaS, tout à l'heure, quand j'ai parlé de la partie Network Security, j'ai dit on peut aussi aller chercher sa sécurité réseau dans le cloud. Là, c'est plutôt du moyen terme. C'est du moyen terme parce qu'aujourd'hui, par rapport aux demandes du marché, alors chez nous, pour ceux qui connaissent, ça s'appelle Prisma Access, c'est ce dont je suis en train de parler. En gros, il y a déjà la possibilité de mettre une VM. Il y a la possibilité de faire des architectures hybrides en gardant, si on le souhaite, des pare-feux chez soi, dans son data center. Il y a la possibilité d'avoir des points de connexion Palo gérés par des équipes Palo Alto Networks, mais dans votre data center. Bon, il y a tout un ensemble de panoplies déjà intrinsèques à la solution qui font que ça n'a pas été une demande prioritaire de la plupart de nos clients. Donc voilà, donc on va dire qu'il y a des étapes qui ne sont pas au même rythme selon les solutions. C'est bon voilà. Oui, je t'en prie. J'apporte un petit complément aux 2 questions d'ailleurs que vous avez posées. Chez Sens, on vous propose du GCP standard, évidemment. On vous propose aussi l'offre qui apparaissait tout à l'heure, dite Assured Workload, là, qui s'appelle Cryptance, qui permet d'avoir la localisation en France ou en Europe, à votre guise, et une gestion de l'EKM par Sens en tant que tel. Et puis, il y a cette troisième offre qui s'appelle Premiance, qui, elle, est qualifiée Sectum Cloud. Et donc, le GCP standard, il est HDS, il est ISO 27001, comme ce qui répond à votre question. L'offre Cryptance l'est également. Et l'offre Premiance l'est également. Elle a cette qualification en plus qui est le Sectum Cloud, qui est
qui est pas des moindres. Donc, en fait, l'ensemble des logiciels dont parlait Eric, notamment les VM, peuvent bénéficier soit du GCP Vanilla si ça suffit, soit de Cryptance s'il y a besoin de rajouter de l'EKM, soit carrément de Premiance si on a des besoins SecNumCloud pour les besoins spécifiques d'analyse de flux par les firewalls. Et l'offre, évidemment, SaaS, elle se décline actuellement sur Assured Workload, peut-être à terme sur Premiance, ça c'est le marché qui le dira en fait, en fonction des besoins exprimés par nos clients. Peut-être une dernière question. Oui, bonjour, merci. Vous avez parlé d'un risque spécifique à l'IA qui est le data poisoning, qui n'est pas bien sûr un risque cyber réseau classique. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Ah oui, bien sûr. Effectivement, ce n'est pas un risque cyber classique. C'est là-dessus, je fais exprès de revenir simplement et on finira peut-être sur cette question. Effectivement, c'est là-dessus qu'on a hérité. Et il y a deux choses. On a développé des choses, nous, directement, et on a hérité effectivement de la technologie de la société Protect AI. Et c'est là que, par exemple, les modules de red teaming vont tourner et vont permettre de voir, de tester finalement l'application GenAI pour voir qu'au fur et à mesure, elle n'est pas en train de divaguer, de raconter des choses fausses, etc. Ça, c'est un premier élément. Mais en fait, la protection, je réfléchis, elle est à toutes les étapes. Elle est aussi même dans la phase de coding, pardonnez-moi. Il y a des garde-fous, vous savez, qui sont mis dans les applications GenAI. Et donc, on est capable, via des API, etc., d'aller aussi contrôler ces garde-fous et vérifier effectivement que ces garde-fous ne soient pas bypassés. Donc là, c'est entre le prompt injection et le data poisoning. Enfin bref, il y a tout un ensemble de contrôles avec cette plateforme qui s'appelle Prisma Earth, qui vont permettre, soit inline, soit via des API, de contrôler tout ça. Alors, la dernière question, et puis après, c'est l'heure du déjeuner. en même temps, on avait commencé un peu en retard. Mais... Avant d'aller manger, une dernière question. Merci. Merci beaucoup. C'est par rapport à Sens, et justement, vous avez parlé de la marketplace, en fait. À ce moment-là, c'est comment est-ce qu'on peut mettre un produit tierce en fait, sur la marketplace? Est-ce que ça doit passer par une validation de l'ANSI, en fait, par rapport au SecNumCloud, je parle beaucoup de Premiance, ou justement, quels sont les travaux faits à ce niveau-là? Sur la partie VM. Alors, sur la marketplace, Marine saura compléter et mettre tous les bémols qui vont bien. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, la marketplace sur Premiance, on ne va pas tout à fait se mentir, elle n'est pas équivalente à celle qu'on a sur GCP, parce qu'on ne va pas autoriser tout et n'importe quoi, n'importe quel ISV à se poser sur Premiance. Il s'avère qu'effectivement, on a tendance à choisir nos partenaires, à passer des partenariats privilégiés avec un certain nombre d'éditeurs qui s'engagent dans une stratégie aussi bien technique qu'organisationnelle, à être le plus proche possible du SecNumCloud. Alors, on est bien conscient que tout le monde ne pourra pas être SecNumCloud. Typiquement, Palo Alto, entité légale américaine, ça va être compliqué de cocher ces petites cases parmi les 276 qu'on a dans le référentiel SecNumCloud. Mais pour le reste, à partir du moment où techniquement on suit tous les guidelines, on parlait de chiffrement en repos, de chiffrement en transit, de gestion de l'authentification, de l'autorisation très poussée, de contrôle des antécédents des personnes qui travaillent sur le sujet, d'observabilité de l'ensemble de la solution, ça coche techniquement un certain nombre de cases, aussi bien techniquement qu'organisationnellement, et ça nous rend plus enclin, je dirais, à accueillir ces ISV sur la marketplace. Donc, voilà, pour répondre de façon synthétique, on n'accueillera pas tout le monde, on accueillera que les gens qui nous paraissent n'être pas trop loin, je dirais, du SecNumCloud, ou carrément compatibles, parce qu'on a aussi des partenaires évidemment qui seront compatibles avec du SecNumCloud et qu'on accueillera évidemment avec plaisir. Mais voilà, ce ne sera pas open bar comme une marketplace GCP standard. Et pour compléter sur la partie marketplace, donc vous pouvez déjà trouver les offres de GCP via la marketplace GCP, et donc les offres contrôles locaux Cryptance sont également disponibles. Pour ce qui est de la marketplace de Sens, elle est bien dans notre roadmap et elle sera disponible dans quelques mois. Pour l'instant, on passe par d'autres manières de commercialiser ensemble, mais pas encore la marketplace. Ça viendra. Pour ceux que ça intéresse, mon anecdote sur les agences, c'est OpenClaw, l'open source avec des centaines de milliers de développeurs déjà, et sur lequel les agences se sont mis à négocier les prix des voitures, mais aussi à envoyer 500 messages simultanés à toute la base de contact. Voilà. Je vous propose de
de conclure là-dessus. Merci beaucoup pour votre attention. Simplement, en conclusion, il y a le déj, ça c'est important. Mais à partir de 14h, il y a aussi un parcours cyber avec Palo Alto Networks qui commence en salon sud, Marine, tu m'arrêtes, par un atelier de création. C'est ça? De création. Ça va être super. Ça va être super, à 14h. Et sinon, vous pouvez passer aussi sur le stand Palo. Si vous avez des questions pour trouver votre parcours, rendez-vous sur le stand de Palo Alto. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Juste en face l'entrée.